Bien que le terme soit relativement récent, la biodiversité est un concept fondamental pour comprendre notre environnement. Il désigne la variété des formes de vie sur Terre, des micro-organismes aux grands mammifères, en passant par les plantes et les écosystèmes complexes qui les abritent. Essentielle non seulement pour la survie des espèces, mais aussi pour le bien-être humain, la biodiversité remplit des missions indispensables aux écosystèmes terrestres, comme la pollinisation, la régulation climatique ou encore la fertilité des sols. Mais aujourd'hui, toute cette diversité biologique est fragilisée par les activités humaines et la crise climatique qui mettent en péril les équilibres écologiques indispensables à notre survie. Bienvenue dans ce podcast de l'IHEST, l'Institut des hautes études par les sciences et la technologie. La nouvelle promotion du cycle national de formation consacrée cette année à l'usage des terres et des mers a eu la chance de rencontrer lors de la première session Philippe Grandcola, directeur adjoint scientifique à l'Institut Écologie et Environnement du CNRS. Ce spécialiste de la biodiversité nous invite à réfléchir sur notre perception de la biodiversité et sur les défis auxquels elle est confrontée aujourd'hui. Philippe Grandcola aborde la biodiversité non pas comme un simple sujet académique, mais bien comme un concept culturel souvent mal compris. Il souligne que le terme, forgé en 1986, englobe la diversité génétique, les espèces et les écosystèmes. Mais malgré une reconnaissance croissante, la société peine encore à saisir pleinement l'importance et la complexité de la biodiversité. Cela s'explique notamment par de nombreux biais culturels qui influencent notre perception de la biodiversité. Philippe Grandcola déplore que les micro-organismes, bien que cruciaux, notamment pour notre survie, soient souvent ignorés car invisibles. De même, certains processus évolutifs trop lents pour être perçus directement échappent à notre attention. Ces biais se retrouvent également dans les médias et jusque dans la recherche scientifique qui tente à se focaliser sur des espèces charismatiques comme les grands mammifères au détriment d'autres formes de vie tout aussi cruciales. Ces biais nous sont vraiment très intrinsèques. On ne voit pas certaines choses tout simplement parce que, par exemple, elles sont trop petites. Dans nos cultures traditionnelles, les microbes, ce sont des pathogènes qu'on peut supprimer grâce à de bonnes règles d'hygiène, mais évidemment, on ne pense pas que par ailleurs, les microbes, on en a absolument besoin. Vous pesez tous à peu près 2 kilos de bactéries, à peu près 30 000 milliards de bactéries, autant que de cellules de votre propre corps, et elles vous sont indispensables pour votre survie. Vous le savez bien, si vous prenez des antibiotiques pendant plusieurs mois pour des raisons médicales, vous allez devoir suppléer à l'absence de ces bactéries. Et le chercheur rappelle que ces bactéries sont également indispensables dans notre alimentation. Il faut se rappeler que pour 5 fruits et légumes par jour, à peu près, on a besoin de 2000 à 3000 espèces biologiques en réalité pour les avoir sur notre table. Parce qu'il y a les pollinisateurs, bien sûr, il y a les bactéries du sol, 1 milliard de bactéries par gramme de sol. Il y a les vers de terre, etc., les champignons. Vous avez les agresseurs des cultures, vous avez les antagonistes des agresseurs des cultures, etc. Donc pour avoir une modeste tomate ou un modeste poireau sur votre table, s'ils ne sont pas cultivés de manière complètement absurde en hydroponique avec un coût carbone délirant, vous allez avoir besoin de toute cette contribution vivante. Un autre biais perturbe aussi notre appréhension de la biodiversité. Il s'agit de notre empathie très inégale par rapport aux organismes vivants qui nous entourent. Ainsi, nous serons naturellement plus attirés par un chien qui tend la patte que par un moustique. Et c'est un tort, selon Philippe Grandcola. Vous vous abritez derrière des conceptions de neurologie amusantes en pensant que tel ou tel animal n'a pas la sensibilité d'un chien ou d'un mammifère. Mais en réalité, il y a des insectes qui sont sensibles, qui reconnaissent leurs congénères, qui s'identifient en tant qu'individus, qui sont capables d'activités ludiques, qui sont capables de transmission culturelle. Et a fortiori des poissons, des batraciens, etc. Quand vous voyez un chalut sortir de la mer avec des poissons horriblement comprimés à l'intérieur, vous avez une image de corne d'abondance. Et vous ne ressentez pas d'empathie pour la souffrance des poissons en question. Si vous voyez un élevage de poulets ou de cochons mal géré, avec des animaux malades, ça vous semble abominable et scandaleux. Cette différence d'empathie, finalement, ça nous amène à ne pas prendre en compte un certain nombre de sujets au sein de la société. Par exemple, finalement, se préoccuper beaucoup moins du service de pollinisation, qui est pourtant essentiel à notre production alimentaire, que de la souffrance animale dans des élevages. Bon, ce qui est également un sujet, bien évidemment. La perte de biodiversité a des conséquences profondes sur notre environnement et notre quotidien. Les écosystèmes dégradés, la disparition des pollinisateurs et la déforestation affectent directement notre alimentation, notre santé, mais aussi la régulation climatique, notamment à travers la photosynthèse des plantes et des algues qui captent près du tiers des émissions de gaz à effet de serre. Inévitablement, lorsque ces dernières sont stressées, par exemple par des canicules, la quantité de gaz carbonique captée est grandement réduite. La biodiversité est un monde si complexe qu'il est très difficile d'en prendre la mesure,
déplore Philippe Grandcola. Le problème de la biodiversité, c'est qu'elle est beaucoup plus vaste qu'on ne le pense. Rien qu'en France métropolitaine, on a 40 000 espèces d'insectes, 6 000 espèces de plantes, 1 500 espèces de vertébrés. Donc vous imaginez, c'est au-delà de tout ce que peut emmagasiner la mémoire d'un seul humain, fut-il naturaliste, chevronné, biologiste, etc. Et en fait, cette biodiversité, aujourd'hui, elle est complètement dépassée par nos productions domestiques. Aujourd'hui, le bétail représente 15 fois la masse de tous les mammifères sauvages sur Terre. Donc quand on vous parle de l'impact écologique de la production de bétail, c'est en partie aussi pour cette raison-là. De la même manière, la masse de volailles domestiques, c'est 2,5 fois la masse de tous les oiseaux existants sur Terre, tous les oiseaux sauvages. Quand on assiste aujourd'hui à une épidémie dramatique d'un variant virulent de H5N1, c'est parce qu'il a été sélectionné dans les élevages de volailles qui aujourd'hui représentent une biomasse domestique colossale à la surface de la Terre. Et puis, il faut aussi évoquer le fait que nos productions matérielles, comme par exemple le plastique, aujourd'hui pèsent plus lourd que la masse d'animaux sur Terre. La masse des constructions réalisées par l'homme, des enrobages et des infrastructures dépasse largement la masse de la végétation sur Terre et la responsabilité de l'homme dans la 6e extinction en cours n'est pas discutable pour le chercheur du CNRS. Quand on parle de 6e extinction, on fait référence aux 5 précédentes qui sont intervenues durant les temps géologiques et on a tendance à penser que toute extinction, c'est un cataclysme lié à un gros astéroïde qui vient étourdir toute une série de dinosaures. Bon, en réalité, les dinosaures ont mis 1 million d'années à disparaître. Ils étaient déjà mal en point quand l'astéroïde est arrivé sur Terre. Et donc, en fait, l'analogie par rapport aux crises précédentes est assez médiocre, d'autant plus que la crise actuelle, on le sait, va beaucoup plus vite. Et de la même manière que la crise du climat, on sait distinguer la partie qui est liée à l'humanité et la partie quasi négligeable qui est liée à des cycles naturels et au forçage naturel. Donc on est dans une situation de crise, donc un changement brutal, global, important, qui a des conséquences. Il y a énormément d'espèces, énormément de populations qui sont en déclin. Et quand une population perd trop d'effectifs, trop de diversité génétique, au final, évidemment, on a un risque d'extinction qui devient énorme à l'échéance de 10, 20, 30 ans la plupart du temps. Aujourd'hui, on sait d'emblée qu'il y a un tiers des espèces de vertébrés qui sont en risque d'extinction très fort d'ici 2040. On sait qu'il y a déjà 7% des mollusques du monde qui auraient déjà disparu. Que les populations d'oiseaux en Europe, elles ont perdu en 30-40 ans à peu près 800 millions d'individus. Aujourd'hui, en France, en particulier dans les milieux agricoles mixtes, en fait, les populations d'oiseaux sont à peu près à 30% en dessous de ce qu'elles devraient être. L'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, a identifié 5 causes qui contribuent à la crise de la biodiversité. Premier facteur, la disparition des habitats. Que ce soit par la déforestation ou l'assèchement de zones humides, la main de l'homme détruit les milieux naturels et condamne les espèces qui vivaient là. Et cela survient souvent dans le cadre d'aménagements dits durables, souligne Philippe Grandcola. En France, on perd encore des zones humides, on perd 20 000 km de haies chaque année et on en gagne péniblement par replantation quelques milliers. On perd aussi des pâtures en France. Ce qu'on appelle les STH, les surfaces toujours en herbe, sont perdues au profit des champs pour les agrocarburants ou pour la production des méthaniseurs. Deuxième cause de disparition de la biodiversité, les prélèvements excessifs de l'homme. Près du tiers des poissons pêchés dans le monde est issu de la surpêche et les trafics d'animaux, eux, fragilisent les populations menacées. L'expert en biodiversité rappelle que les trafics concernent 500 millions d'animaux par an à travers le globe. Et naturellement, plus les espèces sont rares, plus elles attirent des collectionneurs peu scrupuleux. Le changement climatique qui affecte l'humanité touche bien évidemment aussi l'ensemble de la biodiversité. Les variations de température et les événements climatiques extrêmes perturbent les écosystèmes et menacent les espèces animales et végétales qui ne parviennent pas à s'adapter rapidement. L'IPBES pointe également du doigt la pollution. Pesticides, microplastiques ou encore polluants éternels dégradent les habitats naturels et affectent la santé de l'ensemble des organismes vivants. La 5e menace qui pèse sur la biodiversité concerne les espèces envahissantes. Philippe Grandcola. C'est un paradoxe, c'est la biodiversité qui nuit à la biodiversité. En fait, quand on transporte des milliers d'espèces par bateau ou par avion de manière involontaire, la plupart du temps, certaines d'entre elles ne trouvent pas d'antagonistes localement dans les écosystèmes. Par exemple, un rat ou un chat qu'on va amener dans une île où il n'y a aucun prédateur terrestre, où les oiseaux nichent au sol, c'est une fin de non-recevoir pour les oiseaux en question. En France, vous connaissez tous l'histoire du moustique tigre qui commence à transmettre des arboviroses tropicales sur le territoire métropolitain, qui résiste bien aux hivers trop doux, qui est un moustique de substrat induré, avec des petites flaques de 2 cm de profondeur sur du béton. C'est parfait, il n'y a pas besoin de marécage. Vous avez aussi le frelon asiatique. Bien évidemment, une fois que ces espèces sont installées, il n'est plus question de les supprimer localement, il est question de les réguler. Et la régulation, ça suppose des personnels, des moyens, des financements considérables.
Plus que d'extinction, Philippe Grandcola parle d'un effondrement déjà en marche. Mais l'expert du CNRS n'est pas défaitiste et affirme qu'il est encore temps d'agir pour atténuer la crise de la biodiversité en se basant sur des solutions fondées sur la nature. Des actions dans lesquelles les bénéfices sont partagés entre les humains et le reste de la biodiversité. Par exemple, les aires protégées, ce sont des solutions fondées sur la nature. Si vous gérez correctement une aire marine protégée, ce qui n'est pas le cas des aires marines protégées françaises, dans lesquelles la pêche industrielle est toujours autorisée, vous allez avoir des populations de poissons qui vont mieux se porter et qui vont même déborder sur les zones adjacentes et qui vont aider la pêche artisanale durable dans ces zones adjacentes. Et donc on se rend compte qu'en mettant finalement un peu en réserve un endroit, c'est pas un sanctuaire dont on va virer tout le monde, mais c'est un endroit dans lequel on diminue les pressions, finalement les bénéfices irriguent une quantité de personnes et une surface de territoire beaucoup plus vaste. Une autre solution fondée sur la nature, c'est la remise en eau des zones humides et des tourbières. Quand vous remettez en eau une zone humide, vous avez la biodiversité locale qui va revenir toute seule. Donc cette puissance qui peut nous poser problème, là, elle nous arrange. Quand vous avez des oiseaux, des insectes, des plantes qui reviennent spontanément dans cette zone humide, finalement, elle va se repeupler toute seule, elle va stocker du carbone, de la biodiversité, réguler le débit de l'eau. Quand il n'y en a pas assez, il y en aura toujours un peu à cet endroit-là. Quand il y en a trop, elle va en retenir un peu plus que si elle n'était pas là. Et puis, le dernier aspect, c'est bien sûr l'agroécologie. Aujourd'hui, la production agricole, elle est archaïque. Elle est sur un mode productiviste qui est complètement désuet. Elle est fautive. Elle nous coûte beaucoup plus cher en coûts sociétaux qu'elle ne nous rapporte en termes de nourriture ou en termes commerciaux. Et il faudrait absolument subventionner une production agricole ou un élevage qui, en fait, ait moins d'externalités négatives pour la biodiversité et qui, par ailleurs, bien sûr, bénéficierait largement, malgré tout, aux humains. Si on consommait un petit peu moins de viande et si on jetait un peu moins et qu'on pratiquait plus de circuits courts locaux, en fait, on pourrait produire en agroécologie largement de quoi nourrir les 8 milliards d'êtres humains. Favoriser les circuits courts, changer aussi nos représentations culturelles et partager les connaissances pour que chacun puisse prendre des décisions éclairées. Il paraît urgent de mieux prendre en compte la biodiversité dans toutes nos activités pour garantir un avenir durable pour tous. Il en va de la survie de notre écosystème. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts de l'IHEST sur la chaîne de l'Institut et sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt!